Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus ici jusqu'à Grenoble sur le campus, malgré les blocages actuels. Et donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Hélène Lovenbruck, qui donc est chercheure au CNRS. Voilà, elle travaille en ce moment au LPNC. Elle était précédemment affiliée à Grenoble, enfin au GIPSALAB, au département DPC, jusqu'en 2013 à peu près. Donc Hélène, elle est ingénieure de formation sur le traitement de l'information. Et elle s'intéressait aux sciences du langage, d'abord à travers un DEA, et puis en plus, plus tard vers les sciences cognitives, avec un doctorat. Et donc elle adopte une approche pluridisciplinaire essentiellement. Pour ça, pour étudier donc trois fonctions essentielles du langage. La fonction sociale de communication avec autrui, la fonction d'élaboration de l'expression de la pensée, et la fonction de subjectivité et de construction de soi. Les trois axes auxquels elle s'intéresse. Dans ses recherches, elle mène des expériences avec différentes populations, des adultes et des nourrissons, des enfants, à la fois des participants sains et pathologiques. Et à travers ces expériences, elle s'intéresse en particulier à trois thèmes. Tout d'abord, le développement multimodal de langage chez les enfants typiques et les enfants présentant des troubles du langage ou de l'audition. La neuroprosodie et le pointage multimodal, pour lequel elle a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2006. Et enfin, la parole intérieure et les hallucinations auditives verbales, qui constituent le thème de l'atelier d'aujourd'hui. Voilà, donc je te passe maintenant la parole. Merci beaucoup à tous et à toi.
Alors voilà comment je parle. Mais il y en a beaucoup qui connaissaient déjà ma voix, alors c'est un peu triché. Et d'ailleurs, je les remercie d'être présents. Et je vous remercie tous d'avoir réussi à trouver la salle et être venus ce matin pour parler et évoquer la parole intérieure. Je remercie spécialement Nathalie Henrich et Vincent Aubanel de m'avoir invité et d'avoir organisé cet atelier. Et donc, je vais essayer de vous parler de ce qu'on sait sur la parole intérieure. En essayant de montrer que pour travailler sur la parole intérieure, on a besoin à la fois de l'introspection, c'est-à-dire de réfléchir soi-même à comment est notre parole intérieure, mais l'introspection, ça suffit pas, évidemment. On s'est un petit peu empêché d'en faire dans le dernier siècle, et puis on y revient maintenant parce qu'on peut justement confronter l'introspection à des mesures objectives, à des mesures quantitatives. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire au travers du projet Inner Speech, qui était un projet ANR qui s'est terminé tout récemment, en menant des expériences de neuroimagerie, des expériences comportementales, des mesures physiologiques, et puis à travers un autre projet qui s'appelle le projet Monologuer, qui est mené par une chercheuse à Paris qui s'appelle Stéphanie Smadja, qui travaille à l'université Paris Diderot et qui est plutôt du domaine de la littérature et de la stylistique. Et elle s'intéresse au monologue intérieur dans la littérature, justement. Et elle mène des entretiens avec des participants, elle leur fait faire des questionnaires phénoménologiques pour essayer de mieux comprendre comment se passe notre parole intérieure. Et donc, on a beaucoup collaboré aussi avec elle pour essayer de confronter nos données et les siennes et de mener des expériences parallèles, même plus que parallèles, ensemble. Donc, où on mêle données comportementales et données introspectives. Alors, on va voir la parole intérieure à travers quelques questions. La première, c'est est-ce que la parole intérieure, ça contient vraiment des mots du langage? Est-ce que c'est effectivement du langage, ce qu'on a dans notre tête? Ou bien est-ce que c'est plutôt des concepts abstraits qui ne seraient pas forcément liés au langage? Alors pour ça, on a quelques arguments de l'introspection, notamment chez les bilingues. Donc ça, c'est des études qui ont été faites chez des bilingues qui vivent aux États-Unis, au Danemark, et qui étaient des immigrés venant de Pologne. Et là, on a deux groupes de Polonais vivant au Danemark, des groupes qui ont immigré, enfin qui sont arrivés au Danemark à un âge assez tardif, donc on appelle les late immigrators, et puis des groupes qui sont arrivés alors qu'ils étaient assez jeunes. Et ces deux groupes de personnes avaient toutes vécu 30 ans au Danemark, et on leur a demandé quelle langue elles utilisaient quand elles parlaient dans leur tête. Et là, ce que vous observez, c'est une interaction typique, c'est-à-dire que les Polonais qui sont arrivés tôt au Danemark, donc c'est la courbe avec des points ici, vont utiliser peu de polonais dans leur parole intérieure, ils vont utiliser plutôt du danois, alors que les Polonais qui sont arrivés plus tard, et donc qui ont eu une plus grande expérience de parler dans leur tête en polonais, ils continuent, même après 30 ans de vie au Danemark, ils continuent à plus utiliser le polonais dans leur parole intérieure. Et donc le fait que l'on puisse dire « oui, je parle polonais » ou « je parle danois » quand je parle dans ma tête, ça nous indique qu'on utilise bien des mots du langage, et des mots tellement du langage qui sont affiliés à une langue bien précise. Toujours, les mêmes chercheurs ont montré que ça dépend non seulement de l'âge d'arrivée dans le pays, la langue qu'on utilise, mais ça va dépendre aussi de quoi on parle. Et donc, si on demande à des sujets d'évoquer dans leur tête des souvenirs du passé, en fonction de quand s'est passé le souvenir, l'événement à remémorer, on va utiliser une langue ou l'autre. Donc là, vous avez de nouveau les deux groupes, ceux qui sont arrivés tard au Danemark, ceux qui sont arrivés tôt. Et donc, toute la période qui précède l'arrivée au Danemark, quand les personnes essayent de s'en rappeler, elles vont utiliser plutôt le polonais, parce qu'elles étaient en Pologne à ce moment-là. Et puis, quand elles évoquent des souvenirs de la période après la migration au Danemark, vous voyez que là, ça bascule, on utilise moins de polonais, donc on utilise plutôt du danois. Donc la langue utilisée dans sa tête va dépendre aussi de l'activité qu'on a dans sa tête. Donc là, quand il s'agit de se remémorer des souvenirs du passé, on va utiliser la langue qui était congruente à ce moment-là. Donc il semble bien qu'il y ait des mots dans notre tête, des mots dans notre parole intérieure, des mots du langage. Maintenant, est-ce qu'il y a des sons? Est-ce que la parole intérieure, elle est auditive?
Alors, il y a un projet que je vais citer aussi qui s'appelle Hearing the Voice, qui est mené par Charles Fannyhoe en Angleterre. Où ils ont justement cette idée qu'on peut entendre les voix, qu'il y a bien un son, et ils travaillent sur les personnes qui entendent des voix. Et donc, il y a vraiment cette idée derrière que la parole intérieure, elle a une nature sonore, une nature auditive. Et on va essayer d'explorer ça, voir si on peut vraiment le prouver. Alors d'abord l'introspection. Que nous dit l'introspection ? Très tôt, il y a un psychologue, philosophe et épistémologue français qui s'appelle Victor Heger qui a travaillé sur la parole intérieure déjà en 1881. Et lui, il disait la parole intérieure a l'apparence d'un son. Les caractères de la parole, le rythme, la hauteur, l'intensité, le timbre se retrouvent tous dans la parole intérieure. Donc pour lui, c'était éminemment sonore, la parole intérieure. Et ça, on peut essayer de le démontrer avec des études de psycholinguistique. On peut montrer que l'effet de transformation verbale, donc c'est ce qui se passe quand on répète de façon continue un mot, par exemple comme life. Si vous répétez life, 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 au bout d'un moment, vous allez entendre fly. C'est un phénomène qu'a beaucoup étudié Marc Sato et Gilles Salab. Et cet effet de transformation verbale, bien sûr, il marche à voix haute, mais il va marcher aussi en parole intérieure. Et il est affaibli lorsqu'il y a des interférences auditives. Donc ça nous indique qu'on a besoin d'entendre pour que l'effet se produise. Et donc l'idée d'un certain nombre de chercheurs, c'est que les transformations verbales, elles sont justement détectées en utilisant notre oreille intérieure, en écoutant notre production intérieure. D'autres données vont aussi dans ce sens-là. Donc là, c'est de la neuroimagerie, de nouveau sur cet effet de transformation verbale. Donc c'est une étude menée par Marc Sato au Gypsalab, et donc qui montrait que lorsque on demande à des participants de répéter des séquences comme life, 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 life dans leur tête, et qu'on leur dit explicitement essayer de trouver la transformation verbale, essayer de trouver s'il y a quelque chose qui change, et bien là on voit qu'on a les aires auditives qui sont fortement activées, donc le gyrus temporal supérieur gauche, qui sont plus activées lorsqu'on recherche explicitement une transformation verbale que juste quand on répète simplement sans rechercher quoi que ce soit. Donc ça nous indique que le fait de rechercher une transformation active nos aires auditives, donc nous demande de nous écouter intérieurement. Il y a d'autres données psycholinguistiques qui semblent indiquer que la parole intérieure est bien sonore. C'est le fait qu'on puisse justement détecter nos lapsus. Donc le fait que lorsque tout à l'heure vous avez essayé de mentalement répéter « Il fait si chaud chez ce cher Serge », et le fait que vous ayez pu éventuellement détecter des lapsus, ça nous indique que vous les avez entendus. Donc vous utilisez bien votre oreille intérieure pour monitorer, pour contrôler votre parole intérieure. Donc plusieurs études ont montré ça. Alors une autre petite expérience qu'on va faire ensemble. Donc je vous laisse lire silencieusement ce texte. Et puis, est-ce que vous pouvez lever la main si vous trouvez qu'il rime parfaitement ? Alors on voit les gens du Sud, n'est-ce pas ? 2, 3. Donc en fonction de quel accent on a en français, fait et parfait, on va les prononcer de la même façon ou pas. Et donc le fait qu'on entende que ça rime nous indique que quand on lit silencieusement, on va prononcer dans notre tête et on va prononcer avec notre propre accent. Donc ça, c'est aussi une étude qui a été menée par des chercheurs en Angleterre qui ont fait ça en anglais où les accents sont même encore plus prononcés. Il y a des différences très fortes entre l'anglais prononcé dans le nord de l'Angleterre et l'anglais prononcé dans le sud, et où donc on peut, en faisant de l'eye tracking, faire donc de l'oculométrie. Regardez le décours temporel du mouvement des yeux lorsque les participants lisent un texte qui est censé rimer, puis tout d'un coup voir que si ça rime pas dans l'accent de la personne qui est en train de lire, il y a un petit arrêt de la lecture. Donc ça nous indique bien que quand on lit, on prononce aussi les sons dans notre tête.
D'autres données aussi montrent qu'il y a bien des activités auditives dans la parole intérieure. Donc ça, c'est une étude qu'on avait faite aussi à GIPSA qui montrait que lorsqu'on produit de la parole intérieure avec de la focalisation prosodique, donc on demandait à des participants de dire dans leur tête Madeleine Mamna, donc c'est Madeleine qui m'a amené jusqu'ici, ou bien on leur disait c'est Nathalie qui t'a amené, non, Madeleine Mamna. Donc cette intonation spécifique qui demande de monter la fréquence fondamentale, de plus articuler. Elle va, même en parole intérieure, elle va recruter des activations de l'aire de Wernicke, donc des aires auditives. Donc, ce qui nous indique qu'on peut mentalement produire une intonation un peu spécifique, on peut produire de la focalisation prosodique dans sa tête, et on peut montrer que ça correspond aussi à une activité cérébrale bien spécifique. Et puis récemment, dans le projet Inner Speech, on a montré aussi que lorsqu'on demande à des participants de générer mentalement des définitions de mots, donc on leur montre des mots à l'écran, puis on leur dit définissez ça. Donc par exemple, ils voient une tasse, puis ils disent une tasse, c'est un objet qui peut contenir du thé. Et donc on leur demande de faire ça dans leur tête. Et là, on va voir, comme vous le voyez ici, donc des activations des aires auditives pendant cette génération mentale de définition. Et puis on leur a demandé de faire ça avec la voix d'autrui. Donc on les entraînait avec un avatar, un petit personnage comme ça, qui avait une voix suraiguë, qui parlait très très haut, insupportable. C'était Maëva Garnier qui avait fait la voix. Elle est soprano, elle est capable de parler très très aigu. Et on s'est aperçu que quand on demande à des participants d'imiter la voix d'autrui mentalement, on va avoir aussi de nouveau des activations, on les voit pas très bien ici, mais des activations des aires auditives et du thalamus qui montrent que non seulement on est capable d'imiter la voix d'autrui, mais donc ça active bien les aires auditives. Et puis enfin, on peut aussi demander à des participants d'imaginer qu'autrui nous parle. Donc c'est ce qui se passe quand on a des conversations imaginaires, lorsqu'on imagine des dialogues, on peut imaginer qu'autrui nous parle. Et là, de nouveau, on a pu montrer qu'il y avait des activations des aires auditives et de la jonction parieto-temporale dans cette forme de parole intérieure. D'autres données encore montrent qu'il y a bien des substrats neurologiques de la perception de la voix dans la parole intérieure. Ici, c'est une étude menée par Marcella Peron-Bertolotti au LPNC qui a montré que chez des patients épileptiques qui avaient des électrodes implantées dans la région temporale de la voix, la temporal voice area, qui est une région dont on sait qu'elle réagit à la voix humaine. Et donc, il se trouvait que ces patients avaient des électrodes exactement à cet endroit-là, et on leur a demandé de lire dans leur tête. Et lorsque les participants lisent dans leur tête, on va avoir une activité justement sur cette électrode-là. Donc il semble bien que le fait de lire dans sa tête évoque une petite voix et qu'on puisse le montrer cérébralement aussi. C'est d'autres données aussi recueillies par Laurent Vercueil et Marcella Peron-Bertolotti chez une patiente qui avait des crises d'épilepsie avec des ondes θ dans les régions auditives, dans les régions temporales gauche. Et pendant ces crises d'épilepsie, elle avait une forme de parole intérieure un petit peu altérée où elle avait beaucoup de jargon. Donc sa parole intérieure était altérée justement lorsque il y avait des ondes spécifiques dans ces régions auditives. Donc là, ça nous montre encore que les régions auditives ont un rôle important dans la parole intérieure. Donc on a vu que la nature de la parole intérieure peut être sonore, en tout cas dans certains cas. Est-ce qu'elle peut être aussi proprioceptive, tactile ? Alors ça, c'est aussi l'introspection qui nous indique ça. Et un des premiers à avoir suggéré ça, c'est Taine, qui disait « À l'état normal, nous pensons tout bas par des mots mentalement entendus, ou lus, ou prononcés. Et ce qui est en nous, c'est l'image de tel son, de telle lettre ou de telle sensation musculaire et tactile du gosier, de la langue et des lèvres. » Donc c'était dit avec le vocabulaire du 19e siècle, mais c'était déjà très profond d'imaginer qu'on puisse avoir des sensations dans nos muscles quand on parle dans notre tête. Paulan aussi, un petit peu après, a dit qu'une pensée continue, donc par pensée, il parlait de parole intérieure, peut fatiguer les muscles de l'articulation. Donc là encore, une implication de notre système musculaire dans l'articulation et mentale. Et donc cette idée qu'on a des sensations dans nos muscles pendant qu'on parle.
dans notre tête. Et donc, si on essaye de réfléchir à ça d'un point de vue théorique, la proprioception, c'est les informations sur la position des articulateurs. C'est des informations qui sont fournies par des récepteurs musculaires et ligamentaires. Donc, on a en permanence des informations sur la position de notre langue, par exemple, dans notre bouche. On peut savoir si la langue elle est en avant, en arrière, si on touche le palais ou pas. Donc déjà, où est la position de nos articulateurs, donc de notre langue, de notre lèvre, et on a aussi des informations sur le toucher, donc justement si on touche le palais ou pas. Là, c'est des mécanorécepteurs de contact qui sont situés dans la peau, qui nous donnent cette information-là. Donc on est en permanence... notre cerveau reçoit en permanence des informations sur la position de nos différents articulateurs. Et il a été montré que dans le cas de la parole à voix haute, quand on veut bien prononcer de la parole à voix haute, on utilise ces retours sensoriels proprioceptifs et tactiles, et ça va nous aider à détecter nos erreurs de production un peu plus vite qu'avec juste le fait de les entendre. Et donc, si on utilise tout ça dans la parole à voix haute, on peut imaginer que dans la parole intérieure aussi, il pourrait y avoir un rôle de la proprioception et du toucher pour contrôler notre parole intérieure, pour la monitorer. Et donc sur le plan, donc ça c'est sur le plan théorique, et donc on peut essayer de le montrer et de le voir en faisant de l'imagerie. Donc ça c'est toujours les données du projet Inner Speech. Et donc on voit ici qu'on a des activités du lobe pariétal pendant la parole intérieure. Lorsqu'on demandait à nos participants de générer des définitions dans leur tête, il y avait bien une activité des aires somatosensorielles. Donc ça nous indique que probablement la proprioception pourrait avoir un rôle. Alors, la nature de la parole intérieure, on a vu, elle est sonore, elle est proprioceptive. Est-ce qu'elle est aussi visuelle? Est-ce qu'on voit notre parole intérieure? Alors, le premier à avoir dit ça, c'est Pollan, qui a cité le témoignage en fait, il a recueilli la parole intérieure chez beaucoup de participants. Il fait beaucoup de questionnaires sur comment les personnes vivent leur parole intérieure. Et là, c'est une femme, je crois, qui disait: quand je pense à un mot ou à une phrase, je vois assez bien ce mot ou cette phrase imprimé en caractère ordinaire ou écrit de mon écriture ou de toute autre écriture. Toutes mes représentations de mots sont surtout visuelles. Pour retenir un mot que j'entends pour la première fois, il me faut lui donner tout de suite une orthographe. De même, quand j'écoute une conversation qui m'intéresse et que je veux me rappeler, il m'arrive souvent de me représenter au fur et à mesure la conversation écrite. Donc là, c'est aussi un témoignage intéressant. Donc le fait de voir les mots qu'on prononce dans notre tête. Mais il y a aussi la possibilité de voir la parole intérieure d'une autre façon. Et pour ça, on peut s'intéresser à la parole intérieure, ou plutôt au langage intérieur chez les sourds. Les sourds profonds qui n'entendent pas, qu'est-ce que c'est que la parole intérieure chez eux? Qu'est-ce que c'est que le langage intérieur? Et là, une étude très intéressante d'une chercheuse qui s'appelle Joanne Atkinson, qui travaille en Grande-Bretagne. Elle est elle-même sourde, et elle a travaillé avec des personnes sourdes qui avaient des hallucinations auditives, enfin des hallucinations verbales. Pendant longtemps, ces hallucinations avaient été décrites par des médecins, psychiatres, tout venant, comme oui, ces personnes entendent des voix. Oui, mais ces personnes sont sourdes, comment peuvent-elles entendre des voix? Et donc, elle, qui est sourde, a mené des entretiens beaucoup plus approfondis, en parlant elle-même la langue des signes, en essayant de faire expliquer à ces personnes ce qu'elles vivent vraiment, quelle est leur expérience, est-ce que c'est vraiment des sons? Et évidemment que non. Donc les personnes qui ont ces hallucinations-là, en fait, quand on creuse et quand on essaye de comprendre ce qu'elles vivent, ce sont le fait qu'on communique avec elles, et donc qu'elles reçoivent du langage, mais c'est des gestes qu'elles perçoivent, c'est des signes, ça peut être des codes dactylologiques, vous savez que on peut coder avec les lettres, avec des gestes aussi, ça peut être des mouvements labiaux, elles peuvent voir des mouvements labiaux, mais donc ça n'est pas, bien sûr, des voix. Et une autre étude va dans ce sens-là, c'est-à-dire que on peut étudier la mémoire de travail verbale qui fait beaucoup appel à la parole intérieure. Donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec le numéro de téléphone que vous essayez de répéter en boucle. Donc ça fait pour retenir de façon temporaire une information, on va se la répéter mentalement, on va la produire mentalement en parole intérieure. Et donc on peut étudier ça chez des participants. Donc on peut faire apprendre une liste de mots chez des participants. Et donc, si c'est des participants normaux entendants, on
fait apprendre la liste de mots, puis après on demande de rapporter les mots entendus. Et il va y avoir des erreurs souvent. Et les erreurs qui sont faites, les erreurs d'intrusion, elles sont basées sur le son. C'est-à-dire s'il y avait le mot main, ben, la personne va dire j'ai entendu qu'il y avait le mot vin. Et puis elle va dans sa liste rapporter le mot vin. Et juste parce que ce mot il sonnait assez proche de main. Alors que chez les personnes sourdes signantes, ben, les erreurs d'intrusion, elles vont évidemment pas être liées à la forme sonore des mots, mais à leur forme gestuelle, c'est-à-dire que s'il y avait le mot midi, qui se signe comme ça en langue des signes américaine, mais c'est à peu près la même chose en langue des signes française, elles vont éventuellement rapporter un autre mot proche sur le plan gestuel, qui est le mot arbre. Donc ça nous indique que chez les sourds signeurs, les représentations intérieures du langage, elles se font de façon gestuelle, visuelle. Et d'autres études ont montré ça aussi, c'est-à-dire que les propriétés de la mémoire de travail qu'on observe chez les normaux-entendants, donc le fait qu'il y a un effet de la longueur du mot, eh ben elles vont se retrouver sur la longueur du signe. Donc plus un signe est long, plus on va avoir du mal à le retenir. Et puis il y a un effet de suppression manuelle qui correspond à l'effet de suppression articulatoire. Donc si je vous demande de retenir une liste de mots, puis qu'en même temps je vous demande de dire bababa par exemple, vous allez moins bien les retenir. Ben en langue des signes, si en même temps qu'on vous demande de retenir des mots, on vous fait faire quelque chose avec les mains, vous allez avoir plus de mal à les retenir. Donc ça nous indique vraiment qu'on va encoder dans la parole intérieure sous forme, enfin le langage intérieur, pardon, sous forme de gestes manuels lorsqu'on est sourd et qu'on parle la langue des signes. Donc ça nous indique que le langage intérieur, il met en jeu, bien sûr, des représentations visuelles chez les sourds. Est-ce que c'est le cas aussi chez les normaux-entendants ? On sait que les gestes accompagnent la parole et jouent un rôle très important dans l'élaboration de la pensée et de la parole. On sait que les gestes et la parole sont coordonnés pour former un message cohérent. Il y a eu un très bel atelier de Marion Doen, un très bel atelier Sens et Voix il y a quelque temps de Marion Doen sur le rôle très important des gestes dans la parole. On sait que la parole est audiovisuelle aussi, donc il n'y a pas que les mains qu'on voit quand on parle, il y a aussi la bouche et les lèvres. On sait que la lecture labiale, elle améliore la compréhension de la parole dans le bruit, mais pas uniquement dans le bruit. On sait que la lecture labiale, elle intervient à tout moment, même lorsque il n'y a pas de bruit autour. Donc c'est le fameux effet McGurk et McDonald qui montre ça. Donc on est en permanence en train d'intégrer des signaux visuels et auditifs pour comprendre la parole. Et puis Jean-Luc Schwartz à Gypsy-Lab a montré avec Frédéric Berthomier et Ola Naorna que les flux auditifs et visuels se combinent pour former un percept de parole cohérent. Donc la parole est audiovisuelle, la parole à voix haute est audiovisuelle, et ce qu'on peut se dire, c'est que elle peut l'être aussi probablement dans notre tête. Donc quand on parle dans notre tête, on a probablement aussi des informations audio, mais aussi visuelles qui se combinent. Et donc ça, ce serait le cas, bien sûr, chez les sourds signeurs, mais aussi chez les normaux-entendants. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la verbalisation intérieure, je préfère dire verbalisation ou langage intérieur, puisque parole, c'est un petit peu réducteur pour les sourds, elle met en jeu la réception de signaux sensoriels imaginaires qui semblent inclure bien sûr des éléments auditifs, mais aussi des éléments proprioceptifs et tactiles, et puis des éléments visuels. Donc, on devrait dire le langage intérieur est de nature multisensorielle. Alors, donc, elle va impliquer nos sensations, cette parole intérieure. Est-ce qu'elle implique aussi de l'action ? Est-ce que la parole intérieure implique le système moteur ? Est-ce qu'elle est de nature motrice ? Alors là aussi, on revient encore à l'introspection précoce. Donc là, c'est un philosophe écossais qui écrivait en 1855. Lorsque nous essayons d'évoquer l'impression de mots ou de phrases, si nous ne les disons pas à voix haute, nous sentons des petites sensations dans nos organes, comme si elles allaient venir, comme si nous allions vraiment parler. Les parties articulatoires, donc le larynx, la langue, les lèvres, sont toutes excitées sensiblement. Et une articulation supprimée, c'est ça le matériel de notre récollection, de notre remémoration, pardon. Donc cette idée très forte que il y a une articulation pendant la parole intérieure.
Et donc ça a été aussi continué à être exploré. Et donc, on a vu qu'un grand nombre de philosophes voyaient et de psychologues voyaient la parole intérieure comme sonore, et puis se confrontaient à d'autres qui la voyaient plutôt comme motrice. Donc, c'est Stricker qui était vraiment un grand défendeur de la cause motrice de la parole intérieure. Et donc, il a proposé cette expérience introspective qu'on va pouvoir faire ensemble aussi, qui est assez illustre bien le rôle de la motricité. Donc, on va tous ouvrir nos lèvres pour prendre la forme requise pour prononcer le son O. Et puis, pendant que vous avez bien les lèvres arrondies pour faire O, essayez d'imaginer que vous êtes en train de prononcer le son M. Donc O. Et pendant que vous imaginez que vous faites me, alors que vos lèvres sont arrondies pour faire O, vous avez peut-être ressenti une légère contraction dans vos lèvres, comme si vous vouliez vraiment les fermer pour faire ce son me. Et donc ça nous indique que le fait de vouloir prononcer mentalement, pourtant, le son me, on a déjà notre système moteur qui est engagé et nos muscles des lèvres qui sont activés. Donc Stricker, il écrivait « À la représentation de chaque son oral se rattache inséparablement un sentiment, plus ou moins distinct, dans les organes articulatoires. Et ces sentiments ont leur siège dans les muscles et ils sont semblables à ceux qui président à la prononciation réelle des sons articulés. » Donc, implication du système moteur dans la parole intérieure selon Stricker. Alors, ça, c'est évidemment de l'introspection. Maintenant, est-ce qu'on peut le mesurer? Donc, il y a eu quelques expériences faites pour faire des mesures physiologiques déjà assez tôt, dans les années 80, 90. Donc, c'est des participants à qui on faisait lire des phrases et on les avait équipés de ceintures respiratoires pour mesurer le débit de respiration. Et donc, au repos, on a des phases d'inspiration et d'expiration qui durent la même durée. Donc, on a un cycle symétrique entre inspiration et expiration. Et puis, quand on parle à voix haute, évidemment que ce cycle se modifie, c'est-à-dire qu'on inspire de façon très courte, puis on a une longue phase d'expiration qui est la phase pendant laquelle on parle, on envoie de l'air dans notre larynx et on exprime cet air et on exprime cette parole. Et donc, vous voyez ici une asymétrie forte entre inspiration et expiration pendant la parole ou la lecture à voix haute. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait lire à des participants des textes, on va retrouver cette asymétrie, donc des phases d'inspiration plus courtes que les phases d'expiration. Donc ça semble indiquer que même lorsqu'on parle intérieurement, lorsqu'on lit intérieurement, on va modifier notre cycle respiratoire comme si on engageait notre système moteur, comme si on impliquait, comme si on planifiait la motricité. D'autres mesures permettent aussi de suggérer qu'il y a bien une implication du système moteur. C'est l'électromyographie. Assez tôt, dès 1931, il y a des chercheurs qui se sont intéressés, qui ont essayé de détecter une activité électromyographique, donc une activité musculaire, électrique dans les muscles de la parole. Donc ça, c'était dans les muscles des lèvres ou de la langue, pendant que des personnes produisaient de la parole intérieure. Donc ici, je vous donne les tracés de Sokolov, donc qui faisait faire des tâches un peu compliquées, genre des tâches de QI. Donc on doit essayer de trouver quel est l'objet manquant parmi tous ceux qui sont proposés ici. Et donc là, vous avez le participant qui démarre sa tâche. Tout ça, c'est la durée qu'il a pour faire la tâche. Et vous avez ici l'activité EMG, l'activité donc des muscles de la lèvre inférieure. Donc avant la tâche, il y en a un petit peu d'activité, mais on voit que cette activité, elle est beaucoup plus importante pendant la phase où la personne a réfléchi à quelle était la solution et a donc probablement utilisé sa petite voix. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites assez tôt, qui ont suggéré ça. Et donc nous, on a repris ça à Gypsy Lab avec Lucille Rapin en thèse, Marion Doen et puis avec Pascal Perrier. Et on a pu montrer que chez des patients schizophrènes qui ont des hallucinations auditives verbales, donc qui entendent des voix dans leur tête, où on peut imaginer que ces voix entendues correspondent en fait à de la production de paroles intérieures, eh bien on a bien une augmentation de l'activité EMG dans le muscle de la lèvre inférieure pendant les phases d'hallucination auditive par rapport au repos. Une autre expérience qui a été faite par Ladislas Nalborzik plus récemment au LPNC qui a montré qu'on a aussi une activité
dans les muscles des lèvres qui augmente lors de la production de rumination mentale, qui est donc une forme de parole intérieure qui est excessive, qui est négative. Et donc, si on met des capteurs dans les muscles des lèvres, on va avoir une augmentation de cette activité-là. Alors, ces expériences, elles sont encore en cours. Et on a dans la salle Olivier Clerc, qui est un étudiant de master qui travaille justement sur ce phénomène-là, essayer de montrer de façon encore plus précise à quoi correspond cette activité. Est-ce que c'est juste parce que quand on rumine, on pince les lèvres parce que on est un peu embêté, parce qu'on a une émotion négative, ou est-ce que ça correspond vraiment à de la parole intérieure produite? Est-ce que différents types de paroles intérieures vont provoquer différents types d'activités musculaires? Donc c'est des travaux qu'on continue à mener pour essayer de mieux creuser justement cette implication de notre système moteur, cet engagement de notre système moteur dans la parole intérieure. Et puis, toujours dans la mesure électromyographique, donc toujours dans les mesures de l'activité de nos muscles dans la parole intérieure, on peut le faire aussi sur la main pour justement chez les personnes sourdes. Et donc c'est une étude aussi qui a été faite très tôt, en 1937, chez des participants sourds seniors, donc qui utilisaient la main pour leur langage intérieur. Et on a pu montrer qu'il y avait une augmentation de l'activité musculaire dans le doigt pendant la production de langage intérieur chez ces participants. Un autre argument pour dire que la parole intérieure, elle implique la motricité, elle implique nos lèvres, c'est le fait que si on bloque nos lèvres ou si on les relaxe, si on les met dans un état de relâchement et que donc elles peuvent plus être engagées, on peut réduire du coup la production de parole intérieure. Donc c'est ce qui a été fait par Ladislas Nalborzi, qui a, après avoir induit des ruminations mentales chez des participants, donc qui étaient donc en phase de beaucoup de production mentale, il leur a fait une séance de relaxation centrée sur les lèvres, centrée sur le système orofacial, et il a pu montrer bien sûr qu'on avait une diminution de l'activité musculaire des lèvres après cette séance de relaxation, mais aussi qu'on avait une diminution des ruminations. Donc ça encore, c'est un argument pour nous dire qu'on a une implication du système moteur pendant qu'on produit des ruminations mentales. Un autre argument pour l'implication du système moteur, c'est les données d'imagerie cérébrale. Donc ici, vous avez toujours les résultats de notre projet Inner Speech, donc où on va avoir une forte implication du système moteur, donc des aires prémotrices, du gyrus frontal inférieur gauche, pendant la production de parole intérieure. Donc tout ça, tous ces résultats, ça nous indique que la parole intérieure ou le langage intérieur, il est multisensoriel, donc on l'a vu, auditif, proprioceptif, visuel, mais il est aussi éminemment moteur. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est systématique qu'on a des représentations motrices et des représentations sensorielles quand on parle dans notre tête? Alors là, il y a évidemment aussi de nombreux travaux introspectifs et on en est venu à proposer deux notions de parole intérieure. La parole intérieure condensée et puis la parole intérieure développée. Donc c'est ce que Charles Fanny Howe, donc la personne dont je vous parlais qui travaille sur le projet Hearing the Voice en Angleterre, propose, donc condensed et expanded, lui il appelle ça. Et en fait, on peut revenir encore de nouveau à ce que disaient les premiers philosophes et psychologues. Donc Victor Heger disait, dans la parole intérieure, il suffit que nous soyons compris de nous-mêmes. Nous pouvons donc parler très bas, très vite, peu distinctement, abréger les phrases, remplacer les tournures et les expressions usuelles par d'autres plus simples ou plus expressives à notre goût, modifier la syntaxe, enrichir le vocabulaire par des néologismes ou des emprunts aux langues étrangères. Donc ça, c'est un argument qui est très fort et qui a été repris par de multiples chercheurs. La parole intérieure, c'est nous qui la comprenons et donc on peut en effet ne pas être aussi développé, ne pas être aussi élaboré que quand on parle à autrui. Et donc, il a été proposé par Vygotsky, qui est un autre grand chercheur psychologue soviétique qui a travaillé dans les années 30 sur le langage intérieur et la pensée. Et donc, lui, il disait la parole intérieure, elle n'est pas complète sur le plan syntaxique, donc sur le plan grammatical, même sur le plan des mots. Les mots parfois peuvent être incomplets ou manqués, et même sur le plan phonologique, c'est-à-dire qu'il y a des parties de sons même qui ne sont peut-être pas prononcées en parole intérieure. Donc lui, il disait carrément le discours intérieur est abrégé, décousu, fragmenté, et il serait incompréhensible pour un auditeur extérieur. Il disait la parole intérieure, c'est de la parole, mais presque sans les mots. Et donc, il faisait cette nuance-là. Donc, la parole intérieure, finalement, est-ce que c'est vraiment du langage ?
Et donc, on va faire un petit, de revenir à d'autres chercheurs un peu plus tardifs, comme Bergogneau, dont vous avez lu un extrait tout à l'heure, qui est un grand linguiste, qui a beaucoup écrit sur le langage intérieur aussi. Et donc, ce que dit Bergogneau, c'est que l'endophasie, bon, c'est un autre mot pour la parole intérieure, ne semble différer de la parole explicite ni par sa grammaire ni par son lexique, à la réserve d'un emploi généralisé de l'insindète et de l'anaphore et d'une surreprésentation de la prédicativité. Alors, on va faire un petit peu de linguistique. Et surtout, on va s'inspirer d'un livre qui s'appelle « Les lauriers sont coupés », qui est un livre Dujardin, écrit en 1887, qui est on peut dire que c'est le premier roman de parole intérieure. Avant, il y avait eu des tentatives. On peut dire que Stendhal, notre Stendhal, est un des premiers à avoir aussi utilisé le monologue intérieur dans la littérature, avec beaucoup de textes sur ce qui se passait dans la tête de ces personnages. Mais le premier à avoir vraiment essayé explicitement de faire un roman entier avec que du monologue intérieur, que ce qui se passe dans la tête de son héros, c'est Dujardin. Et ensuite, ça a été repris, ça. Et James Joyce, qui est aussi un des grands écrivains sur le monologue intérieur, et il y a un chapitre de son roman Ulysse qui est entièrement du monologue intérieur de Molly Bloom et qui est très très bien rendu. James Joyce, il disait qu'il s'était lui-même inspiré de Dujardin. Donc Dujardin, il a lancé le courant du monologue intérieur. Il a même écrit un ouvrage après dessus qu'il appelait le monologue intérieur. Et donc, il a essayé de rendre compte de ça. Alors, c'est rendu, c'est avec les moyens et le style de l'époque, mais ça nous indique quand même des choses intéressantes qu'on retrouve dans ce que dit Bergogneau, Vygotsky. Et donc, la syndète, c'est le fait de supprimer des liens et des conjonctions. Donc, par exemple, pour dire la phrase « voici la maison et puis maintenant le vestibule », en langage intérieur, ce sera la maison, le vestibule. Et donc, c'est comme ça que l'a rendu Dujardin. L'anaphore, c'est le fait de reprendre un élément en le remplaçant. Donc, par exemple, au lieu de dire cette phrase, le héros pourrait dire « Ah, mon ami Lucien, qui est clerc, sera encore à l'étude notariale ». Eh bien, Dujardin remplace ça par « Ce garçon sera encore chez soi ». Et la prédicativité, enfin, c'est le fait de dire quelque chose à propos d'un thème sans le rappeler. Donc, par exemple, pour la phrase « Et l'heure de mon rendez-vous chez mon ami est arrivée », quand on se parle soi-même, quand on monologue intérieurement, on va simplement dire « Eh, c'est l'heure ». Voilà, donc ça, Dujardin l'a très bien rendu, et donc c'est ce qu'explicite et ce que théorise Bergogneau. Donc on a donc cette forme très plus condensée de la parole intérieure, qui n'est pas toujours aussi développée que la parole à voix haute. Et on a pu même en venir à l'idée de Vygotsky, qui est que lui disait le développement de la pensée verbale prend le décours suivant. D'abord, on part d'un motif qui engendre une pensée, et puis ensuite, on va former la pensée, d'abord en parole intérieure, puis en sens des mots et finalement en mots. Donc lui-même semblait faire une distinction entre les mots vraiment prononcés et puis ce qui vient avant, la parole intérieure, qui serait sous une forme tellement condensée, tellement propre à nous, tellement incompréhensible par l'auditeur extérieur que ce ne serait pas vraiment des mots. Alors on fait une petite entracte. Ça, je bois un coup. Voilà, donc Charme nous rappelle qu'en effet, il peut y avoir peut-être une différence entre pensée et parole. Alors, est-ce que cette notion que la parole intérieure, finalement, n'est pas aussi élaborée, n'est pas aussi bien spécifiée que la parole à voix haute, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut trouver des arguments empiriques pour ça ? Alors oui, il y a quelques études de psycholinguistique qui le suggèrent. Donc, les lapsus dont on a parlé tout à l'heure, en fait, ils se font pas n'importe comment. Et donc, ce qu'on a pu montrer à voix haute, c'est que si on fait répéter des séquences, on va avoir certains types d'erreurs et pas d'autres. Par exemple, si je vous fais répéter baldam, 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 baldam plein de fois, vous allez peut-être sortir le mot dalle, faire l'erreur, le lapsus dalle.
Pourquoi? Parce que dalle, c'est un mot. Alors que si je vous fais répéter balnap, 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 il y a beaucoup moins de chances que vous sortiez le mot nal. Parfois, ça sortira un, mais ce sera beaucoup plus rare. Et pourquoi? Parce que le mot nal n'est pas un mot. C'est un non-mot. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a un biais lexical, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à produire, quand on fait des lapsus, on va avoir tendance à produire des sorties qui, on va être conduit à produire des sons qui vont vers des mots. Ce biais lexical, il existe en parole à voix haute, mais il existe aussi quand on fait ces répétitions dans notre tête. Donc, il y a une forte tendance à avoir une implication de notre lexique. Notre lexique influence les erreurs qu'on fait mentalement. Il y a un deuxième biais qui se produit quand on répète des petites séquences comme Baldam, par exemple. On va avoir un biais qu'on peut appeler articulatoire, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à aller plus souvent aller de bal vers mal que de bal vers sale. Ce sont tous les deux des mots, mais mal partage plus de traits articulatoires avec bal que sale, parce que mal, c'est une articulation qui demande les lèvres. Mal, bal aussi, alors que sale, ça se fait plus avec la langue, et donc c'est une articulation un petit peu différente. Et donc, à voix haute, on a bien ça, on a ce biais-là, fortement, donc on va être conduit à aller vers des mots qui articulatoirement sont proches. En parole intérieure, c'est débattu. Donc il y a des chercheurs qui ont montré que non, qu'on n'a pas ce biais-là. Donc ça, c'est les travaux de Oppenheim et Dale qui vraiment n'arrivent pas à trouver cet effet articulatoire dans la parole intérieure. Et puis, il y a tout un... je les liste évidemment parce que j'ai un biais vers ça, mais il y a quand même beaucoup de travaux qui montrent que si finalement on peut peut-être le trouver en ayant... en prenant certaines précautions. Donc, ça reste débattu. Est-ce que il y a une influence? Est-ce que la parole intérieure elle est spécifiée articulatoirement? Est-ce que on prévoit bien les différents gestes qu'on produit lorsqu'on parle dans notre tête? C'est encore débattu. Donc, en tout cas, on est sûr que ça implique les niveaux lexical et phonologique, puisqu'il y a le biais lexical, mais est-ce que c'est bien défini au niveau articulatoire? Ça reste débattu. Et puis, on a d'autres arguments qui viennent cette fois des entretiens qu'on peut mener ou des questionnaires phénoménologiques. Donc, c'est ce que font un certain nombre de chercheurs de plus en plus. Et puis, c'est ce que fait Stéphanie Smadja à Paris, à l'Université Paris 7. C'est essayer d'étudier la parole intérieure d'une autre façon. Parce que là, beaucoup des études dont je vous ai parlé, c'était en fait de la parole intérieure délibérée. On demande à des participants de répéter balnap, donc ils décident de répéter balnap. Ou bien on demande à des participants de générer des définitions de mots dans leur tête, et donc ils décident de le faire, c'est choisi. Mais il y a d'autres formes de parole intérieure qui sont beaucoup moins délibérées, c'est ce qu'on appelle le vagabondage mental verbal. Donc ce qui était peut-être arrivé quand vous lisiez ce long texte de Bergogneau, au bout d'un moment, on part, et on l'a pas décidé, et on se met à vagabonder. Et souvent, ce vagabondage, il peut prendre une forme verbale, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des mots dans notre tête. Et donc, cette forme de parole intérieure qui est moins délibérée, qui est moins choisie, elle a l'air d'être omniprésente. C'est-à-dire qu'elle peut arriver quand on est au repos, quand on s'ennuie, qu'on fait rien, mais elle peut aussi arriver quand on est en train de faire une tâche importante, cognitive, même quand on est en train d'écouter de quelqu'un de passionnant. On peut se mettre tout d'un coup à vagabonder. Ça arrive tout le temps. Et ça interrompt ce qu'on est en train de faire de façon intermittente. Et ça implique non pas des stimulus de l'environnement extérieur, ça implique vraiment des pensées qui sont autocentrées. C'est indépendant des stimulations extérieures. Et donc, dans les questionnaires qu'on peut faire à des participants, les participants décrivent donc que c'est un phénomène qui est spontané, qui n'est pas délibéré, qui est fugace. C'est très difficile de le retenir, c'est évanescent, c'est soudain, et ça a l'air d'être atténué. Et donc, peut-être que ce phénomène-là, il est plus amodal, c'est-à-dire que auditivement, il est moins fort, il est sensoriellement un petit peu moins fort que la parole intérieure délibérée. Beaucoup de participants rapportent que là, c'est plus difficile dans le vagabondage de dire si c'est vraiment sa voix ou la voix d'autrui. Ça a l'air d'être moins fort que quand on décide vraiment de parler intérieurement de façon volontaire. Donc du coup, ce qu'on peut essayer de faire comme proposition, comme conjecture, ce serait de dire que la parole intérieure développée,
Donc quand elle est bien produite, avec tous les bons mots dans le bon ordre, la bonne syntaxe et les bons sons, ce serait une forme ultérieure de la parole intérieure condensée. Donc elle viendrait après dans la production, dans la planification. La forme condensée, ce serait le message conceptuel dans une forme linguistique préliminaire avec peut-être des lemmes, donc peut-être des formes de mots, mais même pas conjugués syntaxiquement, juste le mot brut. Les mots peut-être ordonnés linéairement dans le bon ordre, le verbe, l'objet, mais peut-être pas toujours de sujet. Donc ne présentant pas tous les détails phonologiques, articulatoires, gestuels, acoustiques qu'on retrouve ensuite dans la forme plus développée. Donc la forme condensée comme une forme préliminaire de parole intérieure, moins contrôlée aussi. Donc ça, ces hypothèses-là, on les retrouve aussi chez d'autres chercheurs, Agustín Vicente et Martínez Manrique, qui ont proposé ça aussi. Donc c'est une conjecture qui est partagée par plusieurs équipes de recherche. Et on a quelques données empiriques préliminaires pour justifier ça. Donc ici, c'est toujours notre projet Inner Speech. Donc sur la partie gauche de l'écran, vous avez la parole, les corrélats cérébraux de la parole intérieure délibérée. Donc quand on décide de parler dans notre tête, donc on a demandé aux participants de générer des définitions, ils l'ont vraiment voulu. Et vous avez là donc application du système moteur et puis implication des aires auditives et du cortex somatosensoriel. Et puis, on les a laissés aussi dans le scanner en train de rien faire. Et on leur a demandé juste de regarder une horloge à l'écran. Donc, l'horloge faisait le tour du cadran. Et puis après, on leur demandait juste d'observer et donc d'essayer de repérer à quel moment ils avaient éventuellement des petites paroles dans leur tête. Et donc, ensuite, on repère ces moments-là et on essaie de voir les activités cérébrales dans cette phase-là, donc de vagabondage, mais où il y a vraiment de la parole. Et on observe qu'on a bien des activités de l'aire de Broca, donc il y a bien l'air d'avoir une production de parole, mais les activités auditives, elles sortent à peine. Donc ça a bien l'air de nous dire que là, les représentations auditives, elles sont moins fortes quand on est en train de vagabonder. Donc ça corrobore un peu ce qui est dit dans les entretiens sur le vagabondage mental. Une sorte d'atténuation sensorielle de la parole quand elle est vagabonde, quand elle n'est pas délibérée. Donc on peut finalement définir le langage intérieur comme une production verbale tronquée, mais en fait, le niveau à partir duquel on interrompt le processus de production, ça va dépendre de quel type de parole intérieure on utilise. Si on est dans le vagabondage, on va tronquer très haut. Et si on est en train de vraiment délibérément choisir de parler dans sa tête, on va aller un peu plus bas et on va vraiment spécifier ce qu'on produit et programmer les gestes articulatoires ou même manuels pour produire ce langage intérieur. Donc finalement, la nature du langage intérieur, elle est parfois multisensorielle et motrice, mais parfois elle est probablement amodale, donc ou en tout cas atténuée sur le plan multisensoriel. Alors comment on peut essayer de modéliser tout ça? Comment on peut essayer de rendre compte de ces différents aspects du langage intérieur? Est-ce qu'on peut proposer un modèle du langage intérieur? Donc on va faire quelques propositions. Donc on l'a vu, il y a plusieurs formes de langage intérieur. Il y a une forme délibérée. Et cette forme délibérée, on peut proposer qu'elle est développée, qu'elle est de nature sensorielle et motrice. Et puis, il y a la forme vagabonde qui, elle, est condensée et qui est probablement amodale. Ce que les Anglais appellent les unbidden thoughts. Donc, ces pensées qui ont l'air de survenir sans qu'on les ait décidées. Elles seraient donc moins spécifiées sensoriellement. Et donc, on peut essayer d'utiliser le cadre du contrôle moteur prédictif pour essayer de rendre compte de cette nature sensorimotrice de la parole intérieure délibérée. Donc là, je vais proposer un modèle qui ne s'applique qu'à la parole intérieure délibérée. Et donc, dans ce modèle, on peut dire que l'intention initiale d'exprimer un message verbal, elle va d'abord être transformée en but phonétique. Donc, par exemple, si je veux prononcer « i », je vais avoir le but phonétique d'avoir le son « i » avec un signal acoustique bien précis qui est celui du i, et puis des lèvres bien étirées, et puis une langue bien en avant. Donc ça, c'est mes buts articulatoires et auditifs. Et ces buts sensoriels désirés, ils vont être transformés en commandes motrices
orofacial, donc comment je dois placer les muscles de ma langue, comment je dois positionner ma langue et mes lèvres, ou en commande manuelle si c'est pour de la langue des signes. Et on va avoir un mécanisme de prédiction qui va faire qu'à partir d'une copie de ces commandes motrices, parce que ces commandes motrices, je vais les inhiber, puisque je ne veux pas parler à voix haute, il va y avoir une copie de ces commandes motrices qui sont envoyées à un système de prédiction qui va simuler des actes moteurs. Donc on va avoir des actes moteurs imaginaires qui vont donner eux-mêmes naissance à des percepts multisensoriels, donc des voix, des sensations proprioceptives ou tactiles, des gestes faciaux ou manuels. Donc ça, cette proposition-là, elle a été déjà proposée par plusieurs chercheurs de façon indépendante. Et on peut imaginer que du coup, toujours dans le même cadre, on puisse quand même modéliser la forme vagabonde du langage intérieur. Et ce serait justement les buts phonétiques sensoriels avant qu'ils soient simulés, avant qu'ils soient, qu'ils donnent une simulation détaillée, un décours temporel d'une action imaginée. Donc, dans le cas de la forme vagabonde, il n'y aurait pas le mécanisme de prédiction qui serait en jeu. Alors, voilà le modèle en question, qui ressemble beaucoup à ceux qui ont été proposés avant, mais on a fait quelques révisions qui permettent de mieux rendre compte de certains problèmes qui n'étaient pas vus dans les modèles précédents. Donc, quand on parle à voix haute, on a un but. Donc ici, j'ai mon but qui est que je veux avoir un état sensoriel désiré. Je veux que je produise un son qui est le son I avec des lèvres étirées. Donc ça, c'est mon état sensoriel. Et puis, on a un modèle inverse qui va pouvoir nous transformer ce but désiré en des commandes motrices qui elles-mêmes peuvent être envoyées à mon système moteur pour qu'il y ait une action et que je produise du coup des mouvements articulatoires, et ça va me donner des sons, ça va me donner des sensations dans mes organes. Et donc je vais percevoir tout ça, et donc là j'ai ce qu'on appelle un retour sensoriel effectif. Donc quand j'ai produit, j'ai tout ça et j'ai un retour sensoriel effectif. En même temps que je produis mes commandes motrices, en même temps que je spécifie comment je dois parler, ces commandes motrices, j'en ai une copie que j'envoie vers un modèle interne qui est un modèle direct, qui va faire justement une prédiction de ce qui va se passer. Et donc je vais avoir une expérience de l'action dans mon système vocal, une expérience prédite. Et ça a pu être montré parce que en effet, le fait qu'on puisse parler à voix haute sans faire trop d'erreurs et qu'on puisse avoir une parole fluide et un bon contrôle articulatoire, ça ne peut pas juste reposer sur un système de retour sensoriel qui attendrait effectivement la sortie. Si je devais attendre à chaque fois que je produis des sons, si je devais attendre que ça fasse des sons et que mon cerveau les traite, je parlerais comme ça. Ça prendrait vraiment à chaque fois un délai beaucoup trop long. Et donc on a un système de copie déférence qui fait qu'on va prédire les sons que nos commandes motrices vont fournir. Et si ces sons ne correspondent pas à ce qui est attendu, on va avoir du coup une correction et on va vite changer nos commandes motrices pour en faire des nouvelles qui seront mieux adaptées. Donc ça a été montré par plusieurs travaux sur le contrôle moteur. C'est vrai en parole, mais c'est vrai dans les actions en général, et ça a été suggéré que ce soit vrai aussi en parole. Donc on a ce système de correction entre la sortie prédite et la sortie qui était désirée, qui va nous permettre de modifier notre modèle inverse et de refaire des commandes motrices qui soient les plus adaptées. On a aussi ce système de correction. Il est intéressant aussi parce que effectivement, une fois qu'on a prédit notre sortie, on peut attendre un petit peu et vérifier qu'elle correspond bien à la sortie effective et faire une comparaison. Et donc là, c'est un chercheur qui s'appelle Chris Frith en Grande-Bretagne qui a proposé que cette comparaison-là entre la sortie effective et la sortie prédite, c'est ce qui nous permet de savoir que c'est bien nous qui parlons. Donc on a en permanence un système qui nous permet de savoir qu'on est bien l'auteur de nos actions. Et ça, c'est vrai dans la vraie vie. On est dans toutes les actions qu'on mène, on a cette sensation d'être l'agent, d'être celui qui a décidé de faire l'action en question. On peut s'en rendre compte dans le cas du chatouillement.
Donc vous pouvez prendre votre paume et puis essayer de vous chatouiller l'intérieur de la paume, puis ça marche en général pas. C'est difficile de se chatouiller soi-même. Par contre, on peut chatouiller son voisin. Donc Pierre, par exemple, peut chatouiller sa voisine. Et là, ça pourra marcher. Donc le phénomène du chatouillement ne fonctionne pas sur soi-même parce qu'on a cette commande, cette copie déférence qui fait qu'à tout moment, quand on fait une action, on sait qu'on est en train de faire cette action. Et donc, l'action que je ressens, je l'avais prédit. Et donc, j'ai prévenu mon système sensoriel, donc j'ai prévenu ma main qu'elle allait recevoir une sensation dans la main. Et donc, Chris Frith et un certain nombre de collaborateurs proposent que cette comparaison fait qu'on va dire à notre système sensoriel, attention, je l'ai autogénéré, c'est pas la peine de le traiter, donc ça, je l'atténue. Donc, il y a une atténuation perceptive qui se fait lorsqu'on produit soi-même une action sur soi-même ou sur quoi que ce soit. Et on va donc diminuer les signaux perçus sensoriellement. Et pour la parole, ce serait le même phénomène, c'est-à-dire que quand on parle à voix haute, on va avoir un retour auditif, et ce retour auditif, puisque je sais que c'est moi qui suis en train de parler, je vais l'atténuer. Ça me permet d'être plus à l'écoute de vous tous. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est pas la peine que je le traite, c'est moi qui suis en train de le produire. Et Chris Frith, ce qu'il a proposé en plus, c'est que justement, dans certains cas, cette comparaison, elle serait défaillante, et la production qu'on entend, on la percevrait plus comme venant de nous-mêmes. Donc on perdrait l'agentivité, et donc on percevrait ce qu'on a produit soi-même comme venant de l'extérieur, et donc comme étant une voix, en fait. Et donc ce serait le phénomène des hallucinations auditives verbales. Ce serait simplement le fait d'avoir perdu ce mécanisme de comparaison. Donc soit parce qu'il y a une défaillance ici, la copie déférence n'est pas bonne, et puis du coup la comparaison marche plus, soit le mécanisme de comparaison lui-même est défaillant. En tout cas, ce système de copie déférence qui permet habituellement de savoir qu'on est l'auteur de nos actions serait défaillant dans le cas de certaines pathologies, notamment dans la schizophrénie. Alors nous, ce qu'on a proposé, en fait, c'est que ce modèle-là, il est intéressant, mais sauf qu'il pose un gros problème, qui est que les hallucinations, elles viennent pas du fait qu'on parle à voix haute. Et donc ce retour, cette comparaison avec la sortie effective et la sortie prédite, quand on parle dans notre tête, il n'y en a pas de sortie effective, il n'y a pas de son. Donc avec quoi on compare ? Donc nous, ce qu'on a proposé avec Lucille Rapin, Marion Doen et Pascal Perrier et d'autres chercheurs aussi au LPNC, c'est que finalement la comparaison qui est pertinente en parole intérieure, et donc voici le modèle de la parole intérieure revue, donc le modèle de Frith revu et corrigé. La comparaison importante, c'est celle entre l'état prédit et l'état désiré. Et donc si quand je parle dans ma tête, j'ai décidé, j'avais le but de produire un i par exemple, et puis je le simule ce i, et ça correspond, et ben je sais que c'est moi qui ai bien décidé de faire ce i. Alors que chez un patient qui a des hallucinations auditives verbales, si ce mécanisme de copie déférence est défaillant, la comparaison va pas être bonne, et donc la sensation va être d'entendre une voix venant de l'extérieur. Donc l'idée, c'est que la petite voix qu'on entend dans notre tête, c'est justement cette prédiction. C'est tout notre état désiré, on en fait des commandes motrices, on le simule, on va avoir une expérience sensorielle simulée, une action simulée qui va nous faire un retour sensoriel, et la petite voix, ce serait ça. Et cette petite voix, si elle correspond bien à celle qui était prédite, alors on est bien l'auteur de la petite voix, et sinon, c'est qu'elle vient de l'extérieur. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir ce trouble, le fait d'entendre une voix. Donc voilà comment on l'imagine, la parole intérieure par ce système de contrôle prédictif. Donc en résumé, on peut dire que la parole intérieure délibérée, ce serait un processus au cours duquel on a des buts verbaux sensoriels qui sont convertis en commandes motrices. Ces commandes motrices, on les inhibe, on ne produit pas les mouvements, il n'y a pas de production de mouvements. Elles sont
quand même transmises au système orofacial et manuel. Donc on peut imaginer que ces commandes motrices qui ont été produites, elles arrivent au système moteur, mais qu'on a un système d'inhibition qui dit non, stop, pas de mouvement. Ce qui pourrait expliquer pourquoi quand on a les lèvres arrondies et qu'on essaie de faire me, on ressent quelque chose dans les lèvres quand même. Donc il y a eu un envoi de la commande motrice dans le système musculaire. Il est inhibé, mais il est quand même là. Donc ça peut expliquer pourquoi on a ce retour proprioceptif. Donc il y a peut-être un signal proprioceptif résiduel, donc qui peut se donner un sens de la propriété du mouvement et qui peut être ressenti par certains individus, comme on l'a pu montrer dans l'expérience de Stricker. Et puis donc en parallèle de ces commandes motrices, on a une copie d'efférence qui est envoyée à un simulateur, le modèle direct, qui va générer des percepts de langage associés à ces actes simulés. Donc ça va être des sons, donc qui est la voix intérieure entendue mentalement. Ça peut être des sensations proprioceptives dans la bouche, le larynx, les mains. Ça peut être des gestes manuels si c'est le cas de la parole, du signe intérieur. Et ce mécanisme de prédiction par copie d'efférence, il va nous permettre justement de contrôler notre parole intérieure. Et donc c'est ce qui explique qu'on peut entendre qu'on fait des erreurs quand on répète des virelangues, qu'on fait des lapsus. Il nous permet, donc on l'a vu, de distinguer les voix qu'on a générées soi-même des voix qui viennent vraiment de l'extérieur. Et puis on propose que ce mécanisme, c'est aussi ce qui va nous permettre de prendre conscience de notre voix. Donc, les buts sensoriels initiaux, l'état désiré, en fait, ce serait pas encore la voix consciemment perçue, ce serait juste une sorte de plan grossier de ce qu'on veut dire. Mais le fait d'entendre vraiment une voix et d'être conscient d'entendre cette voix, c'est justement parce que elle a été simulée avec un décours temporel grâce à ce mécanisme de copie d'efférence. Donc l'idée, c'est que on ne perçoit consciemment, sa voix intérieure comme étant notre propre voix qu'une fois qu'elle a été comparée à l'état initial désiré. Et l'idée aussi, c'est qu'il y a probablement des signaux exécutifs descendants qui nous permettent de lancer ce système de prédiction. Ce qui expliquerait pourquoi on a parfois de la parole délibérée et parfois de la parole vagabonde. C'est dans le cas de la parole délibérée qu'on lance le système de prédiction. Donc avec ce modèle, on propose d'expliquer 3 types de paroles intérieures, de langage intérieur. D'abord, les pensées verbales non délibérées, donc les pensées qui surviennent, qui surgissent sans qu'on les décide. Ce serait justement cet état désiré, l'état prédit qui est tout en haut du modèle, qui est donc un état avec une expérience sensorielle minimale. Il n'y a pas de sensation d'agentivité puisqu'on n'a pas encore entré dans le système de prédiction. Il n'y a pas de sentiment d'altérité, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que ça vienne de l'extérieur non plus, puisqu'il n'y a pas de comparaison. Et puis ensuite, on va avoir la parole intérieure délibérée, où là, on a vraiment décidé de parler, et donc on va décider de faire une prédiction. Et là, on va avoir une expérience sensorielle qui se déroule dans le temps, avec une voix intérieure qui est distinctement entendue et consciemment entendue. Et donc, cette correspondance entre les états désirés et prédits, ça va nous donner l'agentivité qu'on ressent, le fait d'être l'auteur de cette parole intérieure. Alors que dans le cas de l'hallucination auditive verbale, on a aussi la génération d'une prédiction, mais il y aurait une défaillance quelque part, un dysfonctionnement qui ferait que cette prédiction ne correspond pas à l'état prédit. Et du coup, là, la voix, elle va être entendue, mais elle va pas être atténuée perceptivement, puisqu'on a notre système de comparaison qui est défaillant, donc on l'atténue pas. Et on va du coup la ressentir comme venant de l'extérieur, comme n'étant pas la nôtre, comme n'étant pas commandée par nous-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut essayer de montrer comment ça se passe dans le cerveau, tout ça? Donc, on va essayer de faire des propositions du panorama cérébral de la production de parole intérieure dans le cas de la parole intérieure délibérée. Donc on commence par récupérer ce qu'on veut dire. Donc on va partir du modèle de Levelt là, qui dit qu'on récupère d'abord un lemme, donc la forme du mot qu'on veut produire sans qu'il soit conjugué, hein, juste le mot le plus simple. Et donc plusieurs études proposent que la récupération d'un lemme, ça se fasse dans le gyrus temporal moyen. Et à partir de ce lemme, on va spécifier le code phonologique. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait 2 spécifications. Une
spécification auditive. Donc, c'est ma boucle 1A ici qui va se faire dans le gyrus temporal supérieur et dans le sillon temporal supérieur, donc dans cette région. Donc, c'est là que serait récupérée la forme des sons des mots à prononcer. Et puis, on propose qu'il y ait aussi, on l'a vu que c'était somatosensoriel, donc il y a aussi un code somatosensoriel qui doit être spécifié. Et là, notre idée, ce serait que ça se ferait dans le gyrus supramarginal, donc dans le lobe pariétal, et dans les aires sensorielles. Donc, on en est là pour le modèle. Donc, on a dit quel était notre état sensoriel désiré, donc par ces deux chemins ici, à la fois auditif et somatosensoriel. Ensuite, on va avoir un modèle inverse qui est impliqué pour justement essayer de générer des commandes motrices. Donc on a notre spécification auditive qui va être envoyée vers la jonction temporopariétale, et puis ici notre spécification qui était somatosensorielle qui est envoyée au cervelet. Donc ça, toujours ça se ferait probablement en parallèle. Et puis ensuite, on va avoir justement notre création de commandes motrices. Donc on part de la jonction temporopariétale, on va arriver dans le cortex moteur pour générer nos commandes motrices. Pareil du cervelet, on va arriver dans le dans le cortex moteur pour générer des commandes motrices. Ces deux programmes moteurs vont probablement être intégrés et on va avoir de façon importante donc cette boucle d'inhibition qui vient du cortex préfrontal et du cortex singulaire antérieur qui va empêcher qu'on produise ces commandes motrices vraiment. Enfin, elles sont produites, mais on va empêcher qu'elles descendent jusqu'au muscle, ou en tout cas, on demande à ce qu'il y ait un arrêt du mouvement effectif. Et puis ensuite, on a notre système de boucle. Donc, on a nos commandes motrices qui sont dans le cortex moteur. On va les renvoyer par copie déférence vers nos centres calculateurs, donc vers notre simulateur. Ici, vers la jonction temporopariétale et puis de nouveau vers le cortex auditif, vers le cervelet et de nouveau vers le cortex somatosensoriel. Et donc, c'est ici que vont se faire les comparaisons entre l'état désiré et l'état prédit, et donc à la fois sur le plan somatosensoriel et sur le plan auditif. Donc voilà, donc finalement la parole intérieure, elle va recruter toutes ces aires, donc elle demande une boucle dans un réseau à la fois auditif, somatosensoriel et moteur. Et avant de finir cet atelier par une expérience introspective où on va essayer tous ensemble de réfléchir à notre parole intérieure, je voudrais remercier un grand nombre de personnes avec qui j'ai pu travailler toutes ces années sur ces questions de parole intérieure. Donc elles sont nombreuses et je ne vais pas les lister ici, ce serait trop long, mais je les remercie sincèrement.